Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ensemble sur cette conférence Grand Témoin avec Alain Rittiner, qui est ambulancier, chef des secours dans le canton du Valais, et qui sera notre intervenant pour cette conférence consacrée à l'accident de car qui s'est produit à Sierre le 13 mars 2012. Ce jour-là, à 21h15, un autocar qui devait ramener des enfants belges de 2 écoles primaires percute frontalement un mur dans un tunnel situé à Sierre. Le bilan est très lourd puisque sur les 54 passagers, on dénombre 28 morts, dont 22 enfants, ainsi que 24 blessés, dont certains grièvement. Alain Rittiner, qui est intervenu en tant que chef opérationnel de secours sanitaire, va nous raconter cette intervention, ses spécificités, les difficultés qui ont été rencontrées par les acteurs du secours et les enseignements qu'ils ont pu en tirer. Alain Rittiner, je vous laisse la parole. Les micros fixes, ils fonctionnent? Oui, le micro fixe, il fonctionne. Oui, vous aurez le micro. Ça doit... Depuis le début, en haut à gauche. Ouais. Voilà. Je vous laisse celui-là, je vous le laisse, moi j'en ai pas besoin. Voilà, alors bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vais vous expliquer ce qu'on a vécu dans le tunnel de Sierre, en Valais, en Suisse, lors de cette tragédie. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter les salutations de notre organisation cantonale valaisanne des secours, puisque le canton du Valais fait partie d'un pays qui s'appelle la Suisse. C'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. C'est un petit canton qui est formé par une vallée qui mesure 174 km de long et 3 km de large. Dès que vous quittez le fond de la plaine, vous êtes dans une vallée latérale, ce qui augmente un tout petit peu la difficulté et les distances à parcourir avec les véhicules de sauvetage pour aller jusqu'au fond de ces vallées, pour apporter justement du secours aux gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? On a intitulé notre exposé « Le soir où notre vie, elle a changé », parce qu'elle a changé. Pour les sauveteurs, il y a eu un avant-accident, il y a eu un pendant-accident et il y a encore un après-accident. Alors voilà un tout petit peu le fond du Val d'Anivier. Pour ceux qui le connaissent, c'est une vallée qui est très profonde également, où il y a une particularité pour les chauffeurs de car, c'est les virages de Nuuk. Donc vous voyez le trajet qu'a emprunté le car. Et à un moment donné, il a été confronté à ces 6 fameux lacets. Pour un chauffeur belge qui vient d'un plat pays, c'est un challenge de monter et c'est un challenge de descendre. Il y a eu un changement de chauffeur, on le sait maintenant avec les tachygraphes. Le chauffeur qui a pris le bus pour descendre était le chauffeur le plus expérimenté et celui qui a pris le car pour continuer le chemin jusqu'en Belgique était le chauffeur un petit peu plus jeune. Il a continué son périple en parcourant environ 2222 mètres avant le crash dans le tunnel de l'autoroute de Sierre. Les moyens qu'on a de nuit dans le canton du Valais, c'est 5 ambulances en plaine, 3 ambulances montagne, mais qui font 1h30 pour revenir prendre en charge un patient dans la vallée. Donc c'est des véhicules qu'on ne compte en principe pas dessus. Donc on a un moyen de 19h à 0700 le matin, de 5 ambulances opérationnelles et de 2 ambulances sanitaires, de 2 hélicoptères sanitaires, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé à 21h14? On a reçu un appel à la centrale du 144 qui nous a précisé, c'est une femme qui était assez hystérique au téléphone, il y a eu un gros accident dans le tunnel des 2 Sierres, c'est grave, il y a des enfants, ça hurle partout, j'ai pas pu m'arrêter. Et elle a bouclé. Le centraliste a dû faire avec cette information-là. Alors chez nous, quand on ne sait pas, quand on a un doute, le centraliste envoie systématiquement 2 véhicules sanitaires plus un véhicule de médecin. C'est en arrivant sur place que cet équipage va faire ou une montée en puissance ou se dire « Ok, c'est moins grave que prévu, on arrête à ce moment-là ». À 21h28,
l'ambulancier leader a fait le tour avec son ambulancier pré-triage et donne le message à la centrale 144, tu fais tout sortir, c'est très grave, c'est des enfants, il y a des morts. C'est ce qu'on a fait au niveau de la montée en puissance de l'événement sanitaire majeur. C'est là qu'on a déclenché notre plan rouge cantonal valaisan, où tous les services reçoivent l'alarme et tous les services sont mobilisés. On a passé à une étape supplémentaire. Vous savez que la Suisse parle 4 langues, d'où la complexité un tout petit peu de compréhension. Alors on a monté au niveau de la partie francophone, de la partie romande, un groupe qui s'appelle le groupe de recherche, le groupe d'intervention médicale en cas de catastrophe qui s'appelle le GRIMCA. La particularité de ce groupe, c'est que quand on a eu un événement en Valais, on avise la centrale d'alarme la plus éloignée de l'accident, qui était en l'occurrence Genève, et c'est Genève qui nous a géré toutes les demandes de moyens de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura. Ce qui a permis à la centrale locale, 144 Valais, de gérer la montée en puissance des moyens locaux. C'était très intéressant parce que dans l'heure qui a suivi, on a eu une réponse pour avoir 32 ambulances supplémentaires, 4 SMUR d'urgence, 5 médecins d'urgence et puis environ 100 places de libres dans les hôpitaux périphériques du canton. La seule chose qu'on avait oublié de leur dire, c'est qu'il fallait des places pédiatriques. Donc on a dû refaire une deuxième demande dans ce sens-là et vous n'avez plus 100 places de disponibles, ça se réduit comme peau de chagrin. Pour que vous compreniez bien, c'est un tunnel autoroutier, donc c'est un tunnel séparé, c'est 2 voies qui vont dans le même sens. C'est un des derniers ouvrages qu'on a dans le canton du Valais. C'est un ouvrage qui est limité à 100 km/h, même pour les cars, et c'est la vitesse à laquelle roulait l'engin au moment de l'accident, 100 km/h. Et l'accident s'est produit à 980 mètres de la sortie du tunnel, presque 1 km. Donc vous êtes dans un tube, vous avez un accident avec un car, et vous devez évacuer les patients depuis ce tube-là sur la sortie. Il faut bien réfléchir à l'axe d'intervention du départ, sinon vous avez plombé votre intervention. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tunnel? Il y a eu d'abord un choc contre le bord du trottoir avec l'avant droite de la roue du car. Le car a poursuivi sa route et monté sur le bord du trottoir, a frotté le bord de la galerie pour poursuivre sa route toujours à 100 km/h en percutant frontalement le mur en béton du fond de la niche de secours. Il a parcouru environ 75 mètres. À 100 km/h, ça vous fait du 27,7 mètres secondes. Ça veut dire qu'entre le moment où la roue avant droite a touché le bord du trottoir et le choc final, il s'est passé moins de 3 secondes. Si vous fermez vos yeux, vous comptez jusqu'à 3, ben vous vous rendez compte qu'avec un bus qui pèse 28 tonnes, qui est lancé à 100 km/h, le moment de réaction, il est très difficile. Voilà ce qu'on a trouvé quand on est arrivé dans le tunnel. C'est un car qui est encastré contre la niche de sécurité avec l'avant du car qui est légèrement surélevé. Il a passé par-dessus le système de sécurité qui devait renvoyer le véhicule au milieu du tunnel. Avec le poids du véhicule, avec la vitesse à laquelle il était lancé, il a passé par-dessus le dispositif. Je vous ai fait un petit croquis pour que vous compreniez au niveau de la cinétique la violence de l'accident. À un moment donné, à 100 km/h, quand vous rentrez dans le mur, tout l'avant du car rentre d'environ 3 mètres à l'intérieur du véhicule. Toutes ces places qui étaient situées à l'avant n'ont pas eu beaucoup de chance au niveau de la survie. Ensuite de ça, vous avez un stop énergie à 0, comme on appelle. Et puis vous avez la production qui va continuer. Ça veut dire que la vitesse à l'arrière du véhicule au moment du choc va accélérer le processus et tous les sièges qui étaient depuis l'arrière du car se sont mis sur l'avant du véhicule. Tous les sièges se sont détachés. Et ça, c'est la vision que nous a rapporté le premier policier en rentrant dans le bus. Quand j'ai regardé sur ma gauche, le bus, il était vide. Il ne restait plus que la banquette du fond du véhicule qui, elle, est solidaire à la carrosserie. Tout le reste des sièges avait été entassé du sol au plafond à l'avant du véhicule.
Un petit schéma pour vous expliquer. Donc, vous avez un choc frontal. On a eu 2 véhicules qui se sont arrêtés, des témoins qui ont pris des risques parce qu'à ce moment-là, le tunnel n'était encore pas fermé à la circulation. Ça continue à circuler. Le bus arrêté dans la niche de sécurité. Les caméras de surveillance, pas forcément. Il y a eu un accident, il y a un véhicule qui a un problème technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite dame, une infirmière. On va le laisser finir l'annonce. Ah ben c'est gentil, c'est pour moi. Voilà, c'est sympathique. La dame qui nous a donné l'annonce, c'est cette dame-là. Elle s'est arrêtée à la hauteur du car. Quand elle a vu, elle a entendu ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Elle n'a pas pu rester. Elle a quitté les lieux. Mais à la sortie du tunnel, elle a dit « Moi, je ne peux pas rentrer à la maison comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. » Et heureusement, elle a eu un bon réflexe. Elle a fait le numéro 144 et c'est arrivé directement à la centrale de régulation d'urgence sanitaire. Et c'est depuis là qu'on a pu intervenir avec les moyens. Un témoin belge qui est arrivé sur place, qui aide déjà les premiers enfants qui peuvent sortir par leurs propres moyens à les garder en sécurité. Le tunnel est toujours ouvert, hein, ça roule toujours au niveau de l'intérieur des véhicules. Et la première voiture de gendarmerie qui arrive sur place, un des policiers est monté à l'intérieur du car, le deuxième l'a suivi sans trop se poser de questions. Le responsable de la patrouille a renvoyé le troisième personnage aussi et est resté à proximité pour accueillir le solde des secours qui allait arriver derrière. Il y a de nouveau des enfants qui peuvent sortir par les propres moyens. La première ambulance, vous voyez le travail de l'ambulancier pré-trieur qui passe un tout petit peu chez tout le monde, voir comment ça va, et qui rentre lui-même dans le car. Et là, si vous discutez avec lui, il a eu un stop 0. Ça veut dire qu'il a eu une dissociation, comme l'a expliqué si vous avez eu l'occasion d'entendre le docteur Pelot. Cette dissociation du cerveau, eh ben lui, il l'a eu à ce moment-là. En montant dans le car, en voyant ce qu'il a vu, il a dit « J'ai eu 2 secondes où je ne savais pas ce qui se passait ». Le véhicule de l'officier du service du feu qui est arrivé assez rapidement sur place, qui s'est mis en relation avec l'ambulancier leader, qu'est-ce qu'on va faire? La tâche était énorme, par quoi on va commencer? Les gros véhicules du feu qui vont suivre, la grande peur qu'on avait dans le tunnel, c'était le feu. Si le véhicule prenait feu, on retirait tous les sauveteurs en arrière pour ne laisser à l'intérieur que des pompiers avec appareil respiratoire isolant, plus pour du sauvetage, mais pour de l'extinction. Donc on a vraiment mis tout l'accent sur le fait que le véhicule ne puisse pas prendre feu. Le véhicule du médecin de SMUR qui est arrivé, donc vous voyez qu'on monte déjà des mini PC front sur place, puisqu'on a le chef des pompiers, on a l'ambulancier chef des secours et le médecin qui prennent la décision que le pré-triage se fera à l'extérieur du véhicule. On n'enverra personne à l'intérieur. Trop dangereux, le véhicule n'était pas stable et justement, tant que la protection feu n'était pas active, on ne laissait rentrer personne d'autre. Le binôme de conduite, donc moi-même et le docteur Augier, on est arrivé et c'est ce qu'on a monté comme PC front capot, où vous avez juste la police pour des raisons d'effectifs qui n'étaient pas avec nous. Mais là, on parlait des 3 forces d'intervention, pompiers, police, ambulance. Il faut qu'on travaille ensemble. Si on ne le fait pas, on perd du temps et on perd des vies. Et là, ça a été très important, vous verrez dans la suite de l'intervention sanitaire, que la coordination des 3 partenaires Feu Bleu a été décisive à ce moment-là. Le service technique de l'autoroute, dans un accident, dans un tube de l'autoroute, est avisé. Eh bien, heureusement pour nous, parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait 2 portes qui séparaient le tube nord du tube sud, qu'on pouvait ouvrir et qui donnaient accès à une sortie de secours. Ça a changé du tout au tout par rapport à notre axe d'intervention. Et la dernière personne qui est venue nous rejoindre, c'est un de mes collègues ambulanciers chefs des secours, à qui on a donné la mission d'aller appuyer l'ambulancier pré-trieur à l'intérieur du car. Et cette image que vous avez actuellement à l'écran, 2 pompiers, donc les 2 points rouges, l'ambulancier pré-trieur et l'ambulancier, c'est une équipe qui a travaillé de 9 h le soir jusqu'à 4 h le lendemain matin. Ils n'ont jamais voulu être remplacés. Qu'est-ce qui a été très important dans les choix des axes d'intervention? C'est qu'au début, on avait décidé d'aller tout droit. Du moment que les portes se sont ouvertes, on a changé
la direction et l'axe d'intervention des ambulances. On a préservé nos collègues. On ne voulait pas que tous nos collègues puissent voir et entendre ce que nous, on entendait à ce moment-là, parce qu'on allait les mettre hors service, et c'est ce qu'on ne voulait pas. On avait besoin d'eux. Donc on les a gardés en protection derrière le mur du tunnel, et puis on a changé les axes. On a toujours gardé un axe de libre à l'endroit de l'accident du car pour pouvoir aller jusqu'à la sortie. 980 mètres à faire, on ne pouvait pas le faire à pied. Donc on a gardé un espace libre pour une ambulance qui a porté les patients à l'extérieur. Ils étaient pris à l'extérieur en charge par des hélicoptères et transportés dans les centres universitaires hors canton ou cantonal. La deuxième possibilité, c'est de ressortir avec une ambulance par la rampe d'accès de la rampe de secours. Donc c'est ce qu'on a choisi aussi comme tactique pour les personnes qui étaient moins gravement atteintes. Le travail de la police. Alors ils ne sont jamais là quand il faut, ils ne font jamais ce qu'il faut faire, c'est toujours sur moi que ça tombe, il ferait mieux de s'occuper de ce qu'ils doivent s'occuper. Et bien ce soir-là, ils ont fait un boulot admirable pour nous, parce que dans le tunnel, ils nous ont tout fermé. Alors vous me direz, c'est facile de fermer dans un tunnel, mais c'est compliqué. On savait que dans le tube, il n'y avait que des sauveteurs. Pas besoin de se faire du souci d'un journaliste qui prenait des photos, pas besoin de se faire du souci d'un curieux qui n'avait rien à faire là, qui aurait peut-être mis un danger supplémentaire à l'intervention. Un policier a même entendu et a trouvé un journaliste qui est descendu par la sortie de secours du tunnel et il essayait de gratter la serrure pour pouvoir rentrer dans le tube pour faire son travail, qu'il nous a dit. Je ne sais pas ce que c'est le travail d'un journaliste, mais ce soir-là, c'était en tout cas pas celui-là. Au niveau de l'organigramme d'organisation dans notre canton, c'est le 118, c'est l'officier de service du feu qui est responsable de l'intervention dans sa généralité au niveau de la sécurité et de la conduite. Chez nous, le soir-là, ça a fonctionné très très bien. Malgré que, contrairement à d'autres cantons, ou contrairement ici à Paris, les sapeurs-pompiers chez nous ne sont pas des sapeurs-pompiers professionnels. C'est des volontaires à qui on demande de faire du travail de professionnels. Et ça, c'est une grande différence. Ce soir-là, ils ont travaillé à 250%. On avait deux pôles de désincarcération, deux agrégats de désincarcération qui tournaient. Pourquoi ? On a dû attaquer le car en césarienne, latérale, et depuis l'arrière en remontant vers l'avant. Ce qui veut dire que le premier CSI qui a reçu l'alarme, c'est le CSI de Sierre. L'accident s'est passé sur Sierre, il a reçu une alarme de base, qu'il a tout de suite prolongée sur l'alarme de Sion, qui est à 16 km de là, qui est intervenu avec un deuxième centre de renfort. Ce qui nous a permis de travailler de la manière suivante. Deux portiques surélevés pour pouvoir accéder aux vitres du car ont été installés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Sur l'avant, vous trouvez deux pompiers avec écarteur et cisaille et un médecin. On a ouvert la carrosserie du car pour sortir les enfants qu'on pouvait accéder et qui étaient vivants à cet endroit-là. L'autre équipe était constituée plutôt de deux pompiers qui étaient chargés de sortir les corps des gens à l'extérieur du car, cisaille écarteur à l'intérieur, et deux ambulanciers qui étaient chargés justement de dégager les gens en essayant de faire le plus doux possible. Pour ceux qui ont suivi le cours du PHTLS, on vous explique l'alignement tête-coutron. Et bien ce soir-là, tête-coutron, vous oubliez, parce qu'ils sont dans une telle position que vous devez faire en sorte de les amener le plus rapidement possible dehors pour qu'ils reçoivent des soins. Et ça a été leur travail. Le médecin SMUR a décidé que le pré-triage se ferait à l'extérieur, donc c'est ce qu'on a fait. Et puis le service d'entretien de l'autoroute nous a amené un camion avec un pont surbaissé en disant « mais vous allez désincarcérer, oui, vous allez mettre où le matériel ?» On n'avait pas de place dans le tunnel. C'était occupé par les sauveteurs. Donc, tout ce qu'on désincarcérait au niveau des sièges allait directement dans le camion qui était prévu à cet effet. Chaque fois qu'on avait l'accès à un patient, il était sorti sur une planche avec une sangle. On ne parle pas de Minerve, on ne parle pas du X11, vous oubliez, vous n'avez pas le temps. L'équipe a progressé toute une partie. Chaque fois qu'il y avait un enfant qu'on arrivait à atteindre, on essayait d'aller le plus rapidement possible et de le sortir. Le matériel passait par la suite. Donc tout a joué comme ça, l'équipe avançait et on a travaillé comme ça jusqu'à 3h30 le matin, en avançant un demi-siège, un siège, un accoudoir, juste pour arriver à libérer. On n'avait pas de lumière à l'intérieur du car, donc on devait aller aux lampes de poche. La cisaille
pour les pompiers qui sont présents, vous vous rendez compte de la grandeur de l'appareil. Alors il fallait faire attention de ne pas couper un bras, une jambe d'une personne qui était coincée à l'intérieur. Donc tout s'est fait dans la rapidité, mais pas dans la précipitation. Donc on voit qu'on a pu bien avancer par rapport à ça. Dans le canton du Valais, pour aller plus vite, on dispose d'hélicoptères sanitaires. Ce soir-là, 3 compagnies ont travaillé la main dans la main, la Rega, Air Zermatt et Air Glacier. Le gros problème pour coordonner toutes ces machines, ça a été le problème de la radio. Dans le tunnel, ne passait que le canal K pour les sauveteurs. Et à l'extérieur, les hélicoptères travaillaient sur le canal K. Ça a fait un capharnaüm. À l'intérieur, on ne se comprenait pas. Et à l'extérieur, les pilotes des machines étaient perdus. On est 21 h, il fait nuit, c'est en plein hiver. Imaginez 7 hélicoptères qui tournent sur la place d'intervention puis qui ont besoin de se coordonner. On a coupé notre communication K dans le tunnel et on a laissé à l'extérieur. Et le petit bonhomme qui est entouré en bleu, ça a été la tour de contrôle. C'est lui qui donnait les tops arrivées et les tops départ. À l'intérieur du tunnel, on a travaillé avec des Natel. Alors on a eu de la chance, ce soir-là, le réseau n'a pas été saturé. Malheureusement, on n'a pas pu travailler avec notre fournisseur à l'époque de Orange. Alors je ne fais pas de la pub, c'est simplement pour vous expliquer que quand le car est monté sur le trottoir, a frotté la voûte du tunnel, il a arraché toutes les antennes de l'opérateur Orange. On ne pouvait uniquement atteindre les sauveteurs qui étaient sur le canal, enfin sur l'opérateur Swisscom. Ça peut vous faire sourire, mais c'est là qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas tous chez le même. Certaines personnes qu'on voulait atteindre, qui étaient dans les postes clés, étaient chez Orange. Donc, on a envoyé des estafettes. Alors pour ceux qui ont fait le cours MIMS, dans un des moyens de communication, eh ben, l'estafette en fait partie et je peux vous dire que ça fonctionne. Au niveau de la tactique des équipes de sauvetage, elle a été relativement simple. Les 6 enfants qui ont pu sortir par leurs propres moyens, on ne pouvait pas les laisser voir et entendre ce qui se passait à l'intérieur du car. N'oubliez pas que c'était des classes d'enfants qui étaient tous du même endroit, donc on les a rapidement éloignés, on les a mis dans le local technique, on pouvait fermer la porte, il y avait du chauffage, on avait des personnes qui s'occupaient d'eux. Problème de la langue. Le belge parle français ou flamand. Je vous défie de parler du flamand. Ce n'est pas de l'anglais, ce n'est pas de l'allemand, c'est un doux mélange d'un dialecte de chez eux. Et on a eu la chance d'avoir ce couple de témoins belges qui s'est arrêté par hasard ce soir-là. Et ben c'est eux qui ont pu faire la suite et puis faire les traductions nécessaires. Les enfants qui étaient prétriés recevaient des soins parce que les médecins, on n'attendait pas que le poste médical avancé soit monté. Le docteur Pello m'a fait sourire, mais m'a conforté aussi que le poste médical avancé, sur certaines situations, il est dépassé, il n'existe plus. Il ne faut pas perdre de temps avec ça. On peut donner des soins ailleurs, et là, en l'occurrence, on donnait des soins dans un centre de pré-triage. D'une fois que le poste médical avancé il est monté, vous pouvez commencer à faire vos catégories d'urgence 1, d'urgence 2, d'urgence 3, il n'y a aucun problème. Maintenant, on avait donné comme mission aux pompiers à l'intérieur et aux ambulanciers, vous sortez tout le monde. Oui, mais s'ils sont... Vous sortez tout le monde, ils respirent pas, ce n'est pas à vous de prendre la décision, ce sera fait au pré-triage. Alors pour les enfants, malheureusement, qui étaient en stade dépassé ou qui étaient décédés à ce moment-là, on les avait mis dans un premier temps sur le bord du trottoir. Ce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est que les enfants coincés du côté de la fenêtre se rendaient compte qu'on commençait à aligner leurs camarades. Alors de nouveau, le service technique de l'autoroute, une idée grandiose du MacGyver du coin, ils nous ont fabriqué une petite chapelle ardente avec des panneaux opaques et puis on a mis un garde de la police et puis les enfants étaient répertoriés à cet endroit-là, mais hors de la vue de tout le monde, même des sauveteurs. Et les sauveteurs nous ont remerciés justement par rapport à ça pour la suite de la prise en charge. Ensuite de ça, l'urgence numéro 2, donc des soins, mais pas nécessairement urgents. Et là, vous avez vos 4 catégories. Là, vous avez, entre guillemets, gagné la partie parce que vous avez un tournus qui se fait. Et là, vous pouvez parler de l'évacuation, la Grande Noria. Les ambulances qui étaient stationnées du Haut-Valais venaient, prenaient en charge les catégories 1 qui nécessitaient des soins d'urgence vitale, sortaient du tunnel, étaient pris en charge par les hélicoptères et étaient conduits dans les hôpitaux.
Pour la catégorie 2, où ils avaient un tout petit peu plus de temps, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait traverser le poste médical avancé par un véhicule d'urgence, prenait en charge la catégorie 2, remontait la rampe d'accès et partait en direction des hôpitaux. Est arrivé un moment un petit peu critique pour nous les sauveteurs, c'était ce qu'on appelle le choc émotionnel, le retour de ce qu'ils avaient vécu. On avait besoin du local technique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a évacué 5 enfants. Alors on avait pris un joli car. On voulait leur faire plaisir. Ils n'ont jamais voulu remonter dedans. On les a fait voyager dans un simple bus de pompiers avec des banquettes. Alors vous savez, la polémique de transporter quelqu'un maintenant sur des banquettes latérales, eh ben, on les a mis assis par terre. Ils se sont mis en rond, ils se sont donné la main et on les a transportés sur l'hôpital de Viège. La seule chose qu'ils nous avaient demandé à ce moment-là, c'est de ne pas les séparer. Donc c'est ce qu'on a fait. Le 6e, à qui on avait fait la même promesse, mais qui s'était péjoré, son état s'était détérioré, on l'a pris en ambulance, mais il a pu monter avec ses camarades sur l'hôpital de Viège. Voilà un tout petit peu ce que ça donne au niveau du timing. Donc vous voyez que du moment que le poste médical avancé, il est en place, on peut commencer des évacuations en ambulance. Le seul couac, la première fille qu'on a fait partir en hélicoptère pour Lille à Berne, qui était réputée comme étant très grave, le seul hôpital qui pouvait la prendre en charge rapidement, c'était Berne. C'est 18 minutes de vol depuis l'accident. Elle est décédée après 8 minutes de vol. Et qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui est décédé dans une machine, entre guillemets? Le pilote nous a appelés. On a dit, écoute, tu reviens, on vient te la rechercher, et puis on la met avec les autres, comme ça on ne la perd pas. On sait où elle est. Ça nous a foutu un coup, puisque c'était la première qui partait en hélicoptère. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue? On continue. Alors là, ça nous a permis de poursuivre les interventions. Et puis on s'est rendu compte qu'à la fin, quand on arrive pratiquement au bout, qu'est-ce qui se passe? Le dernier qui est parti sur Viège est parti bien après ses camarades, mais nous, dans un laps de temps de 170 minutes, tous les enfants vivants sortis du car ont été évacués du site de l'accident. On a travaillé avec les hôpitaux de Sion, qui nous ont pris 11 patients, Sierre, 4 patients, Martigny, 2 patients, Viège, les 6 fameux patients qui ne voulaient pas être séparés. On a travaillé avec l'hôpital de Berne et puis l'hôpital du CHUV à Lausanne. Pour les grandes distances, ces déplacements se faisaient à l'aide de l'hélicoptère. Qu'est-ce qu'on a rencontré comme blessure sur place? Alors, celui qui ne savait pas ce que c'était un polytraumatisé, ce soir-là, il a su. Des TCC sévères, des blessures qu'on n'avait jamais rencontrées au niveau des fractures, du nombre de fractures, des pneumothorax, enfin bref, toutes des choses qu'on ne pouvait pas régler sur place, qui nécessitaient un transport rapide dans les hôpitaux pour leur sauver la vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tunnel pour les sauveteurs? Alors, ce qui était le plus, je dirais, terrible par rapport à ça, c'était de les entendre crier dans le bus, mais de rien pouvoir faire dans l'immédiat. Alors, fermer les yeux, vous pouvez faire, mais fermer les oreilles, vous ne pouvez pas. Alors, ça a déclenché un mouvement de choc émotionnel qu'on n'avait jamais vu sur un site d'accident par rapport aux sauveteurs. C'est des sauveteurs qu'on a dû retirer de l'intervention. On a profité que le local technique était libre, et c'est la première fois qu'on a fait venir un psychologue de l'urgence sur place. On nous avait toujours dit, ça, il ne faut jamais faire. Eh bien, ce soir-là, ça a sauvé, entre guillemets, je dirais, l'esprit de plusieurs de nos sauveteurs qui ont nécessité des soins rapides. Et certes, les personnes qui ont été prises en charge par ce psychologue-là ne sont jamais retournées sur l'intervention. Le bilan, le matin à 14 mars, parce que quand on est responsable, malheureusement, on a un triste travail à faire, c'est le recensement de ce qui s'est passé pendant la nuit, parce qu'on est pressé par les journalistes pour la première conférence de presse. Alors le bilan, il est lourd, 24 blessés, 28 morts, 22 enfants décédés, 6 adultes. On a 3 fillettes qui étaient intubées dans le coma à l'hôpital de Sion. On a 15 blessés graves répartis un petit peu dans les hôpitaux, et puis 6 blessés considérés plutôt par légers parce qu'ils étaient debout, mais ils avaient des grosses blessures en interne, rapatriés sur l'hôpital de Viège. On a fait un diffusing pour essayer de chercher à améliorer les choses. On s'était fixé des objectifs. Alors, trier correctement, oui. Traitement adéquat, on peut dire que oui. Les plus graves ont été transportés avec des bons moyens et puis on n'a pas fait des retards, je dirais, dans la prise en charge, oui.
Malheureusement, Sarah, elle est décédée en vol dans l'hélicoptère. C'est la seule qui nous a fait faux bond. La répartition des patients dans les hôpitaux était judicieuse, je l'ai mis oui, mais non, parce qu'on a eu 4 transferts secondaires de déplacement, vu que les patients s'étaient péjorés par la suite, on a dû leur changer d'établissement. Et puis les patients les plus graves ont été, je dirais, acheminés par des vecteurs qui étaient considérés comme bons par rapport à leurs blessures, par rapport à ça. Et puis surtout, on nous avait annoncé 52 patients. À la fin de l'intervention, on avait 52 bons de sortie. Ça veut dire que le triage, le pré-triage avait été fait correctement. On avait perdu, entre guillemets, personne. Qu'est-ce qu'on a dû faire par la suite? Donc, on a dû faire des débriefings. Comme je vous ai dit, les pompiers sont des pompiers non professionnels. C'est les premiers qui ont réclamé de l'aide. On a été dans les 2 centres de secours. On s'est occupé de nos collègues au niveau sanitaire roman et on a dû faire un débriefing dans la langue maternelle de nos collègues haut-valaisans. On n'arrive pas à faire ressortir des émotions dans une langue qui n'est pas la vôtre. Donc on a dû aussi tenir compte de cette particularité cantonale, les hauts-valaisans et les bas-valaisans. Donc on a doublé un tout petit peu le débriefing. À partir du 18 mars, on intervenait au domicile des gens, des pompiers, des ambulanciers, à la demande des épouses qui nous ont signalé des comportements suspects de leur homme en disant « Écoute, il se réveille à 3 h le matin, il masse le fond du lit, il crie des choses que je ne comprends pas, il faut l'aider, ça ne va pas. » Et c'est ça qu'on a continué à suivre. Les 6 premiers blessés ont pu quitter l'hôpital pratiquement le lendemain avec les parents dans un vol qui était organisé par les autorités belges. Et on a fait le rapatriement des autres avec les avions sanitaires de la Rega le 16, le 17 et le 22 mars. Donc à 9 jours après l'accident en Valais, tous les enfants blessés avaient pu regagner la Belgique et puis étaient de nouveau auprès de leurs parents. Dans les hôpitaux, mais auprès de leurs parents. Au niveau des moyens et du personnel engagé dans le tunnel, eh ben vous aviez 7 hélicoptères, 21 ambulances, 3 médecins d'urgence, 83 membres d'équipage qui sont venus appuyer les équipages ambulanciers qu'on a utilisés dans les postes médicaux avancés. Les 3 remorques catastrophes du canton étaient dehors, 17 médecins d'urgence au poste médical avancé, le fameux contrôleur aérien pour gérer justement toutes ces machines qui étaient en vol, et 50 secouristes samaritains qui faisaient fonctionner justement ces remorques catastrophes. Au total, 154 sanitaires dans un tunnel. Je vous laisse imaginer le monde que ça fait. Ce à quoi vous ne devez pas oublier, le service du feu avec 60 hommes et 10 gros camions, 10 membres de la service d'entretien de l'autoroute et 30 policiers. 30 policiers de nuit dans le canton du Valais, je peux vous dire que ça ne s'est jamais vu. Ils travaillent à 6 dans les 3 arrondissements et ce soir-là, avec l'alarme Cobra, 30 personnes ont pu venir nous donner un coup de main pour garder les axes d'intervention ambulance libres, entrée et sortie, et puis surtout pour nous protéger, nous, des journalistes. Au total, 254 personnes ont été engagées dans cette intervention. C'est pour ça que le soir où notre vie elle a changé, eh ben c'est vrai. On en peut en parler maintenant, on peut partager cette expérience avec vous en disant ça peut vous arriver, on n'est pas formé pour ça, mais on a les bons gestes de base. Et je suis presque content d'avoir été suivre la conférence du docteur Pelot parce qu'il a exactement dit la même chose, mais on ne parle pas d'attentat terroriste ici, mais c'est un simple, on nous a dit, mais c'est un simple accident de circulation. Non, ce n'était pas un simple accident de circulation. Merci de votre attention. Merci à vous, Alain Reitiner. Peut-être il y a des questions dans la salle. Moi, j'ai une question éventuellement à vous poser. Cette intervention, effectivement, qui est très spécifique, effroyable. Vous avez effectivement, dans votre malheur, si je puis dire, la chance, effectivement, d'avoir ce couple qui pourra effectivement faire les traductions en flamand. Je me demandais, est-ce que vous avez fait un retour d'expérience à ce niveau-là et est-ce que, par exemple, vous êtes équipé aujourd'hui d'applications qui vous permettraient demain, effectivement, de traduire les propos de victimes, effectivement, en langue étrangère? Alors, ce qu'on a fait, c'était déjà au niveau des hôpitaux. Les hôpitaux ont été très réactifs par rapport à ça, parce que les enfants ont fini dans les urgences des hôpitaux en flamand, parce qu'ils n'ont pas changé de langue en allant là.
ce qui a poussé les responsables des urgences à faire une liste du personnel avec une petite particularité, non plus de la formation des infirmières, mais de quelle langue elles parlent. Et on a vu que des Flamands à l'hôpital de Sion, si on avait été équipé de cette application, ce soir-là, on en aurait eu le double. Mais par contre, ma foi, on n'était pas au courant. Donc ça a changé. Au niveau des sauveteurs, il y a les réglettes des douleurs qui ont été mis dans ces fameuses 4 langues, donc qui ont été distribuées par rapport à ça. Et puis le reste, ma foi, non, ce sera au coup par coup. Maintenant, quand vous regardez sur les routes, il y a des cas roumains qui circulent. On a beaucoup de véhicules de l'Est qui viennent en vacances chez nous. Je ne sais pas si tout le monde parle le russe. Alors, Inch'Allah, quoi. Et je pensais en termes de retour d'expérience, est-ce que justement il y a des choses que vous avez pu effectivement apprendre ce jour-là et que vous pouvez aujourd'hui appliquer en sachant que vous serez demain plus efficace entre guillemets s'il y a un accident pareil se reproduit? Alors bien sûr qu'on retire toujours de l'expérience d'un accident ou d'un événement comme ça, puisque on croit toujours que le concept il est fini, mais il n'est jamais fini. Il manquera de toute façon toujours quelque chose. Celui qui me dit le contraire, ben qu'il vienne. Je serais curieux de faire sa connaissance, puis qui me dit, moi je suis prêt. Ben, tant mieux pour lui, tant mieux pour sa région, parce qu'il va sauver du monde. À l'heure actuelle, on n'est pas prêt. On voyait qu'il nous avait manqué des chasubes d'identification, on avait un problème de communication. Maintenant, on a passé sur Polycom. Je ne ferai pas de commentaires sur Polycom. Vous avez Tétrapol en France, sauf erreur, ou une bestiole qui ressemble un peu à ça. Nous, on a un poste de commandement sanitaire qui est équipé de communication maintenant. On a des fonctions qui sont clairement définies. On est en train de suivre le cours du MIMS pour ne pas faire de la publicité. Et puis mince, j'en fais, qui a été élaboré par nos amis anglais suite à la catastrophe de Lockerbie, où il y a tout dedans. Alors, arrêtons peut-être une fois les suisseries, si j'ose appeler comme ça. On a 26 cantons, une fédération. Il y a quelque chose qui existe et je pense que c'est le moment justement de tirer ces conclusions-là. Prenons exemple de ce qui s'est fait ailleurs, donnons notre expérience ailleurs. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que 4 mois après l'accident de Sierre, après avoir été présenté ce que vous avez vu ici en Belgique, à nos collègues sauveteurs, ils ont vécu dans le nord de la France un car roumain qui a sauté un pont d'autoroute. Il m'a dit, j'ai pensé à toi. La seule différence, c'est qu'en haut sur le pont, il y avait 30 journalistes de télévision qui filmaient. Tandis que toi, dans ton tunnel, tu étais tout seul. Mais par contre, on a pensé à tout ce que tu avais dit et on a essayé de mettre en application. C'est comme ça qu'on va faire bouger les choses et c'est dans ce sens-là que je vous remercie de m'avoir invité. Et je vous remercie d'avoir assisté à ma présentation. Essayez de ramener le plus possible de ces expériences chez vous. On sait qu'on doit faire changer la politique, mais je pense qu'on va y arriver. Est-ce que... Écoutez, on va conclure, à moins qu'il y ait une question qui soit venue entre-temps dans la salle. Non? Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Alain Rétiner. Merci à vous. Et puis, dans 15 minutes, nous avons une conférence qui débutera et qui sera consacrée à la régulation et aux acteurs de la régulation. Merci à vous.